la liste d'attente. La liste d'attente, je te laisse admettre au fur et à mesure. Pardon, ce webinaire est dans le cadre de nos missions d'information. On a à la fois des missions d'information, de sensibilisation, de pair et danse. Et puis aussi deux autres piliers principaux de nos activités, ce sont nos habitats inclusifs, qui sont à Rennes. Et puis enfin, une activité importante qui est tout ce qui est plaidoyer, défense des droits, voire même on peut parler pour l'épilepsie d'ouverture des droits que l'on fait dans le cadre de notre fédération EFAP et souvent dans le cadre soit de la Haute Autorité de Santé ou alors aussi du Comité national consultatif des personnes handicapées. Voilà, donc je remercie les intervenants. Nous avons avec nous ce soir le docteur Sylviane Puri, qui est neuropédiatre au CHU de Rennes et qui va ouvrir la réunion. Euh, puis Éléonore Samuel, qui est dans un de nos habitats inclusifs, et puis qui est là avec Taigo. Alors, je l'ai aperçu tout à l'heure, Taigo. Tu nous mettras en focus peut-être tout à l'heure. Et enfin, Benoît Martin, merci à toi également, qui est chercheur à l'INSERM et qui nous parlera aussi un petit peu de l'anticipation des crises. Et Alexandre Martin, qui est un de nos bénévoles ambassadeurs, euh, avec qui on va pouvoir animer ce webinaire ensemble, en particulier qui va garder un œil sur le chat. Voilà, Sylvia, en principe, le partage est ouvert. Je mets mes diapos. Merci pour la précision, SAMSA PF Clérin. J'écoute mon micro. Tu me dis Marie-Christine. Ah, je t'entends plus, Marie-Christine. Pardon, Ouais, tu as la ouais. pardon. Oui, C'est bon? vas-y. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci à l'association Épi-Bretagne de me permettre d'intervenir ce soir sur les sujets d'anticipation et détection des crises. Merci aussi pour leur engagement, l'accompagnement des patients et leurs proches. Ma présentation va se dérouler sur ces quatre grands chapitres. Alors, il y a des choses que vous connaissez sûrement, mais je repose le cadre pour voilà, partir sur ces fils conducteurs. Donc, comme vous le savez, les épilepsies, c'est une maladie décrite depuis l'Antiquité, mais malheureusement encore 2026 chargée de nombreux préjugés. Euh, Sûrement en lien avec la variabilité des présentations, des causes, on va voir ça. Il s'agit de la maladie neurologique la plus fréquente chez l'enfant, elle est aussi très fréquente chez l'adulte. Et le mot épilepsie a une origine grecque, donc qui veut dire prendre par surprise. Et ça fait appel à la description des crises qui, comme vous voyez, selon le contexte, va être associée à des complications, voire des situations dramatiques. Et donc, la crise, c'est un phénomène qui va durer quelques secondes et c'est la manifestation clinique d'un désordre, un rythme de neurones hyper excitable, on dit ça au niveau du cerveau. Alors, je vous disais qu'il s'agit d'une maladie très fréquente. Elle a une prévalence des 10,2 pour 1000 habitants, ce qui va représenter 50 millions de personnes dans le monde, 700 000 personnes en France et autour de 36 000 personnes en Bretagne. Je vous parlais des étiologies très différentes. Les causes peuvent être très, très différentes. On va notamment avoir en premier lieu les causes structurelles, on appelle comme ça quand il y a des anomalies au niveau des structures cérébrales, et des causes génétiques. Mais vous voyez qu'il y a d'autres causes également et vont être différentes. La fréquence va être différente en fonction de l'âge aussi des présentations. La manifestation clinique, globalement, elle va se situer sur deux grands groupes. On parle des crises focales et généralisées, ce qui va nous amener à étiqueter un petit peu le type d'épilepsie, qui peut être
ou non associés à d'autres comorbidités, d'autres symptômes. Et en pédiatrie, très vite, on va s'orienter dès le début de suivi, en tout cas le plus rapidement possible, vers des syndromes épileptiques, juste pour vous montrer qu'il y en a un nombre considérable, mais d'entrée, centrer le cadre syndromique de la façon plus précise va nous permettre également de mieux accompagner l'itinéraire et le parcours de cet enfant. On va pouvoir dire, par exemple, dans la prévention, la précaution, bah, dans tel type de syndrome épileptique, les cris sont plus fréquents de la nuit ou alors surtout en journée. On va pouvoir aussi évoquer des éléments pronostiques. Elles vont rentrer dans l'ordre. L'épilepsie va être guérie dès le début de la puberté, par exemple, pour certains tableaux. Alors, il y a des examens clés pour la compréhension et mieux situer donc, ce cadre. Vous connaissez l'électroencéphalogramme qui parfois est d'entrée nous fait le diagnostic même des syndromes. Et c'est un examen aussi qui va nous accompagner dans le suivi. On va le recontrôler dans le suivi. L'imagerie, on parlait les causes au niveau des structures cérébrales, c'est l'organe qui nous intéresse. Et donc, ça fait partie des examens réalisés dès le début. Et de plus en plus, notamment en pédiatrie, quand l'IRM ne montre pas une anomalie, ne nous amène pas vers l'étiologie, les causes de l'épilepsie, on va s'orienter vers des causes génétiques qui a son importance également. De plus en plus, on va voir dans la suite parce que ça peut orienter des médicaments plus spécifiques. Justement, le traitement aujourd'hui qu'on a pour traiter ces manifestations sont les molécules qu'on appelle des anticrises. Comme vous voyez, ces dernières années, il y a des nouvelles molécules qui apparaissent et cela va continuer. Heureusement, il y a toujours des nouvelles molécules qui se développent avec de plus en plus une exigence au niveau de efficacité, mais aussi de tolérance et des effets indésirables. On fait moins des dosages, des contrôles. Donc, il y a une balance à voir par rapport à ça et aussi des molécules qui vont être de plus en plus spécifiques selon le cadre syndromique. Dans l'arsenal qu'on a aussi pour contrôler ces manifestations de façon plus classique, régime cétogène, on l'utilise assez fréquemment chez l'enfant, et des molécules anti-inflammatoires, parce qu'on sait aussi qu'il y a un composant inflammatoire quand l'épilepsie est très active et on va l'utiliser par exemple dans les spasmes infantiles chez les tout petits ou dans les syndromes de Lennox-Gastaut comme un traitement également. Plus récemment, on a des thérapeutiques qu'on appelle de neurostimulation invasive, parce que ça consiste en la pose d'un électrode, donc un boîtier qui va avoir un petit électrode. Alors, de façon plus ancienne, on va dire, c'est le stimulateur des nerfs vagues. C'est l'image graphique que vous avez sur ses côtés, donc avec un électrode qui va au nerf vague. Et le nerf vague va arriver au niveau du cerveau dans des structures qui sont régulatrices de l'activité cérébrale. On l'utilise depuis une vingtaine d'années chez les enfants et chez les adultes. Et plus récemment, il y a les stimulations cérébrales profondes parce que l'électrode, cette fois-ci, va être posée en intracérébral dans les mêmes régions régulatrices avec des résultats encourageants actuellement uniquement chez les adultes. Ne pas oublier toujours que la situation nous amène vers une épilepsie focale, la question de la chirurgie, qui reste le traitement définitif d'une épilepsie focale qui est accessible à la chirurgie, bien entendu. Ça passe par des phases d'exploration. Et tout ça pour vous dire donc, que pour aborder la question des risques et de prévention, il faut connaître au préalable ces situations qui, comme vous voyez, sont très variables, très différentes. Et donc, on va adapter les précautions par rapport à des situations le plus précises possible. Alors, il y a des préventions
évidentes et d'autres moins, mais je dirais de partir d'un bon sens au quotidien pour éviter les situations au niveau d'environnement qui peuvent compliquer une perte d'équilibre, une chute ou une perte des connaissances dans une situation particulière. Et par exemple, là, on parle de port des casques, protéger les bords des meubles, les mitigeurs au niveau des robinets pour éviter les brûlures. Euh, on préconise également de privilégier les douches pour éviter les bains et s'il y a d'activités nautiques, donc dans la mer, la piscine, toujours accompagner. Pour la conduite automobile, ça se régulait encadré par la loi qui dit qu'une personne doit être libre des crises au moins 1 an pour pouvoir conduire, pour éviter des risques envers elle et envers les autres. Et ce petit point pour vous dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de recette unique. Tout est à réfléchir en fonction des contextes, des types de crises, de types de cadres syndromiques, de moments de contrôle au mineur contrôle, un contrôle moins difficile des crises. Le tout étant de privilégier toutes les activités qui vont être bénéfique et porter un bien-être et participer au développement de la personnalité de l'enfant, de l'adulte. Donc, il n'y a pas d'interdit a priori, mais plutôt voir toutes les possibles pour éviter le risque. Et si c'est possible, voilà. Sinon, on essaie d'éviter. Se rappelant toujours que la noyade reste malheureusement une cause importante, très fréquente de décès dans le cas de l'épilepsie. Alors, pour rappel, cette petite fiche de la Ligue française contre l'épilepsie qui est élaborée pour communiquer sur les mesures et les risques possibles et surtout les mesures de prévention. Actuellement, on travaille sur une fiche aussi pédiatrique. Alors, cela m'amène vers le sujet des SUDEP, le sujet délicat, mais important de connaître et pouvoir surtout prévenir dans les mesures des possibles. Donc, le SUDEP, c'est l'acronyme en anglais des morts subites inattendues. Il y a un risque un peu plus élevé que dans la population générale de SUDEP. Donc, chez les patients épileptiques, vous savez que tous, on peut faire à un moment donné un arrêt cardiaque. Et dans les situations de l'épilepsie, on a essayé d'étudier, donc il y a des études pour comprendre, même si les mécanismes restent inconnus, on sait que quand il y a une crise, il y a un état d'alerte, d'excitation dans la personne. Donc, le système sympathique, notre système qui se met en alerte, s'active avec une accélération de la fréquence cardiaque, transpiration, hyperventilation. Et donc, normalement, une fois que la crise s'arrête, il y a un ralentissement et les choses reprennent leur cours. Et donc, ce qui est étudié, c'est qu'il y aurait une hyperactivité du système qui va freiner ça, entraînant une bradycardie très importante, une apnée, faisant des réactions aussi biochimiques qui normalement stimulent notre respiration, et probablement tout ça sur un terrain génétique. Donc c'est rare, mais il y a des phénomènes qui sont en cours d'études pour notamment se dire comment on pourrait l'éviter. Donc il y a des publications que je vous ai citées là. Alors, ce qu'on sait, c'est que y a des terrains un petit peu qui doivent accentuer la surveillance et donc l'âge adulte, sachant que c'est aussi une période de la vie où la personne peut habiter tout seul, ou peut-être l'observance aussi des traitements est moins régulier et soutenu comme chez les enfants, par exemple, où les parents sont très vigilants par rapport à ça. Le type et la sévérité de l'épilepsie, on parle notamment par rapport aux crises tonico-cloniques, l'ancienneté, s'il y a des lésions, s'ils sont associés à des troubles neurologiques autres ou des antécédents pour la personne, et notamment les crises nocturnes. Donc ça, c'est un terrain qui doit nous amener à être encore plus vigilants.
On parle aussi de certains facteurs en lien avec des médicaments. Alors, plus on a des médicaments, on imagine que plus la situation est complexe aussi. Mais ce qui a été noté, c'est que quand il y a des modifications fréquentes, quand il y a absence de traitement, des arrêts non prévus par le neurologue et pour essayer, pour voir comment les choses se passent. Donc, tout ça, c'est des situations qui peuvent favoriser un peu ce dérèglement. Et pour certains médicaments qui peuvent produire arythmies, de troubles au niveau de la fréquence cardiaque, on le réserve aujourd'hui à des situations vraiment d'état de mal, donc d'urgence monitorée par une surveillance de soins continus, électrocardiogramme. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette situation des SUDEP, c'est délicat, c'est important pour autant de la connaître parce que toutes les études s'accordent pour dire que dans cette maladie que, comme on disait, est très variable et qui va accompagner, chronique, donc va accompagner le parcours d'un patient dans différentes étapes de la vie, ne peut pas être traité d'une façon unique et invariable. Et donc, il va falloir et c'est ça qui est retenu comme la principale prévention des SUDEP, c'est la bonne observance de traitement, un traitement adapté au type d'épilepsie, à la situation des patients, ce qui va amener aussi et ce qui va accompagner du fait que ça sous-entend un suivi régulier et notamment donc aussi chez les adultes au moins une fois par an pour vérifier que le traitement reste toujours bien adapté. Alors, je rentre dans le vif des sujets, le système de détection des crises. Alors, la question, vous avez compris par rapport à l'introduction et la variabilité des types d'épilepsie, de types de crises, qu'est-ce qu'on veut détecter et comment on pourrait se poser la question. Donc, c'est dire, est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que c'est en présence de quelqu'un? Quel type de crise on va pouvoir surveiller en institution, à domicile, chez l'enfant, chez l'adulte? Et donc, tous ces systèmes de détection sont essentiellement basés sur le recueil des données au niveau d'électroencéphalogramme, des rythmes cardiaques, des mouvements respiratoires, de tout ce qu'on a vu que peut être modifié au moment d'une crise. Alors, je veux commencer par les méthodes donc, qu'on appelle invasives. Ça veut dire qu'il y a des dispositifs posés sur la personne et dans ces dispositifs, il y a une électrode au niveau transcrânien qui va capter l'électroencéphalogramme de la personne. Donc, au préalable, cette personne a été enregistrée pendant longtemps. Il y a eu une modélisation, c'est-à-dire on a trouvé comment se déroule l'EEG au moment de la crise et on va paramétrer l'appareil pour qu'il détecte, comme la personne est enregistrée en permanence, si à un moment donné, cette activité de l'EEG au moment de la crise apparaît, donc il y a des alarmes qui vont être transférées à un numéro d'appel ou des alarmes pour la personne qui va pouvoir peut-être, si elle reste consciente, se mettre en sécurité. Alors, ce dispositif est disponible actuellement aux États-Unis et peut, donc, autre qu'enregistrer les crises, il peut enregistrer toutes les données qu'on va vouloir paramétrer, la température, le type de mouvement, le temps de sommeil, etc. Alors, de ce même type, un peu moins invasive, on va dire, mais il y a une oreillette, c'est un dispositif intra-auriculaire, donc une petite oreillette qui va capter l'activité EEG également et va fonctionner un peu de la même façon que le dispositif précédent. Alors, la difficulté par rapport à ces deux modèles, donc de détection invasive, c'est que, comme on a vu également, l'évolution de l'épilepsie d'une personne va être peut-être marquée par des modifications aussi au niveau de l'expression des crises, qui vont être plus courtes, plus longues, qui vont être focales et généralisées. Et donc, c'est très difficile de paramétrer
tous ces éléments. Et donc, pour le moment, ce n'est pas utilisé de façon généralisée comme une méthode de surveillance, mais plutôt en études cliniques. Je passe sur les systèmes non invasifs et donc là, sont basés sur détection, on dit, des modules, donc de fréquence cardiaque et essentiellement fréquence cardiaque et mouvement. On a le Nightwatch, qui est maintenant disponible en Europe, en France, qui a montré un dispositif, donc un petit brassard qui est posé la nuit et qui va également détecter, c'est un système multimodal, donc il y a deux modules, c'est la fréquence cardiaque et les mouvements. C'est un dispositif assez simple d'utilisation. Il y a des études qui montrent une bonne sensibilité, notamment chez les enfants. Euh, il détecte des crises où il y a des mouvements et en tout cas d'accélération de la fréquence cardiaque. Le hic, on va dire les petites contraintes, c'est uniquement la nuit et le prix, pour le moment aussi, c'est assez onéreux, c'est pas remboursé. Et la formule la plus simple, entre guillemets, 1800, mais si, par exemple, en institution, quand on veut plusieurs personnes qui peuvent avoir disposé de l'alarme, bon, ça implique déjà d'autres connexions et ça va augmenter le prix. Alors, il y a quand même sur ce dispositif des études actuelles, plus récentes, en fait, qui commencent à être publiées, qui montrent globalement, on peut dire, là, c'est une étude sur une population d'enfants, enregistrement un nombre considérable de nuits, 2300 nuits, donc il y a 502 crises motrices. Donc, il y a une sensibilité pour la détection de 100%, peu des fausses négatives, en fait, des faux positifs, pardon, donc d'alarmes sonnées en trop. Dans cette étude, ce qui est intéressant, ça montre aussi le retentissement sur les aidants, en fait, avec une diminution des stress, notamment la nuit. Par contre, ça n'a pas amélioré la qualité des sommeils des soignants, donc qui restent toujours, comme on sait, dans ces contextes hyper vigilants. D'autres dispositifs, les vidéos automatisées, donc c'est une caméra qui va enregistrer tous les mouvements, essentiellement la nuit, et qui interprète, en fait, analyse par intelligence artificielle pareil, des modules préprogrammés qui montrent le déroulement de la crise, donc avec des alarmes, ou un dispositif, par exemple, sur l'électromyogramme, ça veut dire ça détecte le mouvement. Je vous ai mis une photo de l'oreiller alvéolaire qui est préconisé donc pour éviter l'étouffement lors des crises de nuit. Donc, c'est à préconiser si les personnes tiennent un oreiller, parce que ça peut être aussi le mettre sous le drap ou quelque chose de plus simple. Voilà. Un autre système, système de surveillance, c'est le système de matelas qu'on pose sur le drap, en fait, et qui va détecter qui va détecter le mouvement. Euh, il y a bon, des études qui montrent quand même une bonne sensibilité. La crise doit durer au moins une dizaine de secondes, parce c'est le temps de réaction pour capter les mouvements. Il y a quand même des faux positifs en lien avec le mouvement de la personne, parce qu'on ne peut pas programmer des paramètres un peu par rapport au type de crise. C'est néanmoins beaucoup plus accessible et ça s'utilise facilement, notamment en institution. C'est aussi un outil pour la nuit. Alors, sur les plus modernes et probablement qui vont prendre de plus en plus de place dans l'utilisation, c'est le Ambres, c'est un laboratoire italien, Empatica, qui a créé ce bracelet qui ressemble à une montre connectée, qui a des capteurs
au niveau de la peau, donc au niveau de la circulation, la température, qui va détecter les mouvements et qui va aussi donc permettre de activer une alarme sur par Bluetooth vers à d'autres numéros, vers la personne et pouvoir donc prévenir de la survenue d'une crise. Le prix serait plus accessible et il commence à avoir également des études chez l'enfant, chez l'adulte, assez provantes sur la sensibilité à utiliser jour et nuit cette fois-ci. Alors, ces dispositifs EpiWatch, c'est plutôt une application sur laquelle il faut s'abonner, qui va détecter l'électrocardiogramme, le mouvement, et donc à partir de l'âge des 6 ans, chez les enfants et chez l'adulte, mais des grands enfants au plus des 6 ans. Donc là, il faut un abonnement mensuel. Donc ça pour vous dire que il y a des dispositifs qui apparaissent de plus en plus. Mon message, ce serait attention, c'est important de réfléchir qu'est-ce qu'on veut surveiller, à quel moment, dans quelles circonstances, euh, parce que tous ne répondent pas à la même question. Et donc, sur cette étude, il a été posé la question de quel serait pour une population le dispositif parfait. Et donc, évidemment, on demande que toutes les crises soient détectées, qu'il y ait des alertes par texto et par mail, donc deux moyens de prévenir les proches. Une batterie longue aussi, parce que ça peut être un obstacle. Euh, un prix raisonnable et donc à tout âge et pas stigmatisant aussi dans l'utilisation. Donc, pour conclure, donc c'est des outils qui vont être de plus en plus demandés. Il y a aujourd'hui, de façon formelle, des études qui montrent l'intérêt de ces trois dispositifs qui sont les plus utilisés et il y a des études qui le montrent, donc facile d'accès. Euh, L'important, c'est de donc, affiner la demande. Vous voyez que beaucoup présentent une faible spécificité, sont très sensibles, mais plus ou moins spécifiques. Pour le moment, l'évaluation, c'est insuffisant pour toutes les méthodes. Il doit y avoir même entre eux des études comparatives pour on puisse faire le choix. On verra l'impact sur cette complication SUDEP. C'est des outils intéressants. Le coût est à tenir en compte. Et il y a un intérêt pour les personnes adultes actuellement, donc des dispositifs détecteurs des chutes assez simples, un bracelet qui va alerter la personne, un proche, un aidant pour secourir la personne. Je rappelle le mot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la meilleure prévention, c'est une bonne observance de son traitement, un traitement adapté, un suivi régulier. Euh, Heureusement, des nouveaux dispositifs apparaissent et on va voir dans ces topos la suite d'autres possibilités aussi à compléter par outils de surveillance. En tout cas, c'est en réunissant un complément de chacun, l'observance des traitements par le patient, le bon traitement donné par le médecin, les outils de surveillance, les mesures de prévention. Comme toujours, c'est ensemble, en allant tous dans le même sens, qu'on va pouvoir mieux prévenir, détecter et améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'épilepsie. Mm. Voilà, hop, Merci je... beaucoup, docteur Napuri. C'était très, très rapide, très complet sur effectivement les outils actuels. Donc, ce qui est clair, c'est que voilà, il y a pas d'outil miracle. Comme toujours sur l'épilepsie, on parle des épilepsies et de pistes différentes
qui marche selon les manifestations et selon évidemment aussi l'environnement. Alors, je voulais passer la parole à Éléonore. Je ne te vois plus. Ah voilà, voilà. Éléonore, j'ouvre ton micro. Alors, c'est bien parce que je ne sais pas si vous voyez que Éléonore n'est pas toute seule. Éléonore est accompagnée de Taigo. Hein. Donc, Éléonore est ambassadrice Épi-Bretagne. Elle est locataire dans un de nos habitats inclusifs. Elle est heureuse compagne de Fred. Alors, je ne sais pas si Fred est là, mais aussi de Taigo, qui est chien d'assistance. Et voilà, là, on va vous parler de chien d'assistance. Donc, Éléonore, tu m'entends? Tu nous entends bien? Très bien. Parfait, on te voit bien et on vous êtes tous les deux en focus, c'est super. Donc, tu es épileptique pharmacorésistante, d'où ta décision de rejoindre un des habitats inclusifs. Et je voulais commencer par te demander comment se manifeste ton épilepsie. Quels sont les types de manifestations de ton épilepsie? Je fais essentiellement des crises partielles qui se déclenchent à la main droite, bras droit, côté droit et tout le corps qui peut se généraliser. Et donc les partielles, j'en fais tous les jours, dont vraiment l'intérêt de l'habitat aussi, d'être mener une vie normale et tout en sécurité. Et sinon, je fais la crise généralisée, convulsion, perte de connaissance, la plus classique. Merci. Peut-être pour présenter un habitat inclusif, d- alors le modèle qu'on a développé à Rennes avec APF France Handicap, pour nous, ce sont des appartements qui sont en diffus dans des logements sociaux à Rennes. Nous avons deux dispositifs et puis nous avons un service d'aide qui est basé dans un des immeubles pour chacun des dispositifs, qui est basé sur place avec des aidants et un fil rouge d'aidants 24 heures sur 24. Évidemment, la nuit, on n'a qu'un veilleur de nuit, mais on a un fil rouge des dents, donc il y a la possibilité d'alerter s'il y a une crise, et les personnes utilisent différents mécanismes, mais Eleonore est partie sur la piste du chien, et donc il y a un filet de sécurité avec des intervenants qui peuvent s'impliquer quand il y a besoin. Et pour toi, Éléonore, pourquoi est-ce que le chien d'assistance a été une solution évidente? Euh, j'ai toujours eu des chiens, donc c'était un peu pour moi une évidence quand j'ai découvert qu'il y avait des chiens d'assistance pour l'épilepsie. C'était un peu une évidence que le chien serait la bonne solution pour moi, sachant que il y a, en plus de l'aspect qu'il y a des dispositifs où vraiment il y a l'aspect détection de crise, prévenir, il y a un énorme aspect psychologique qui est pour moi sans nom et qui joue énormément sur les crises, ce qui fait que depuis que j'ai Taigo, j'ai fait aucune crise généralisée avec perte de connaissance. Il y a eu des crises, mais il n'y a pas eu perte de connaissance. Et tu dis aussi que l'avantage du chien, c'est aussi de rendre visible quand tu es à Clairement. l'extérieur. Moi, pour moi, c'était aussi mettre la visibilité à l'handicap pour être légitime en ville, dans la rue. Quand bêtement, je vais donner un exemple tout con, mais je pars en crise, je m'assois par terre au milieu du supermarché, on nous regarde bizarrement. Dès l'instant où on a un chien d'assistance, il y a quand même aussi, on met de la visibilité sur un handicap invisible qui, pour moi, était un des critères très importants. Donc, pour aider les gens à comprendre que la situation est particulière et que le chien remplit une mission très précise. Donc, tu disais aussi autant allier l'utile à l'agréable, hein, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Et concrètement, donc, que fait Taigo pour t'aider à gérer ton épilepsie? Alors, peut-être en trois séquences, peut-être avant une crise, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse ici, puisqu'on va parler après avec Benoît Martin de l'anticipation des crises. On a parlé avec le docteur Nampuri de la détection. Donc, qu'est-ce qui se passe avant une crise pour Taigo et toi? Bah, Taigo va détecter à partir de l'hormone, au moment où je vais déclencher une crise, lui, il va le savoir avant moi même, et il va pouvoir m'avertir en me poquant, c'est un coup de truffe en général au niveau de la cuisse, et en fonction de la densité de son coup de truffe, je vais savoir si la crise, elle va être là tout de suite, maintenant, j'arrête tout, ou soit vigilante, mais je te préviens, tu es un peu en alerte quand même.
Donc, lui, il va être en mesure de me prévenir, moi, de appuyer sur une téléalarme pour déclencher une téléalarme. Il va m'apporter les médicaments d'urgence si je lui demande, ou même des médicaments normaux. Ça, c'est lui qui l'a un peu appris lui-même. Avec l'alarme des médicaments, quand j'ai une alarme, il a compris que quand ça sonne comme ça, je lui demandais d'aller chercher les médicaments. Maintenant, à 18h30, 19h, probablement, il va vouloir aller les chercher en mode c'est l'heure des médicaments. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect où il va m'avertir avant. Du coup, bah, je vais être plus sereine de me dire, OK, là, il faut que je fasse gaffe. Peut-être je ne vais pas aller en ville ou je suis en ville, je vais rentrer. Donc il y a tout cet aspect-là. Et le fait de le savoir, bah, il y a un côté rassurant de se dire, j'ai là le temps et la possibilité de me mettre en sécurité. Ok. Et pendant après la crise, Pendant la crise, il va faire plus ou moins ce qu'il fait sur moi là, c'est-à-dire il va se mettre la tête sur moi en ce qu'on appelle un blotti et sa respiration lente va calmer la mienne. Et donc, si je pars en crise ou en crise d'angoisse, crise de panique, ça va me calmer. Et il va permettre aussi, si je pars en crise sur le canapé, il va se mettre debout pour que je ne tombe pas du canapé. Il va amortir les chutes s'il a besoin. Si je suis sur un escabeau, il va pareil rester en alerte. Il cherche toujours et à son attitude, je vais savoir si typiquement, là, si je lui dis d'aller se promener, il veut pas, et je l'envoie se promener par quelqu'un d'autre, et il veut pas, je vais savoir qu'il y a un souci. Des fois, il ne peut pas me prévenir, je pense qu'il ne sait pas lui-même, par le fait que la crise est peut-être trop longtemps à l'avance, mais il voit qu'il y a un souci dans le, je suis en alerte, mais il n'est pas sûr de lui-même. Du coup, il va me prévenir en me disant juste de rester calme, mais sans me prévenir dans le sens de faire un pop. sans le... Donc tu dis le côté calme, rassurant en dehors des crises est important. Et puis aussi le fait de t'obliger à une certaine discipline, hein, c'est ça aussi. euh, Ah, c'est sûr que ça reste un chien, ça reste un aspect contraignant aussi. C'est un budget, c'est du temps personnel, c'est un être vivant qui a des besoins aussi. Et du coup, il y a aussi tout un aspect, bah, si j'ai fait une crise et je ne suis pas en mesure de m'en occuper, qu'est-ce qu'on fait du chien? Il faut quand même, je pense que quand on prend un chien d'assistance et qu'on a une épilepsie assez présente, il faut forcément un aidant, une personne de confiance, quelqu'un qui peut assurer, parce que bah, le chien, il aura des besoins, il y aura des jours où on ne pourra pas sortir le promener ou des choses comme ça. On reviendra peut-être dans questions-réponses, on reviendra sur l'aspect avec on dit chien et le processus pour avoir un chien, parce que je pense que ça peut intéresser certains et certaines d'entre vous. Mais peut-être plutôt enfin, pour finir ton propos, tu as commencé à en parler un petit peu, les freins, les contraintes à un chien d'assistance. Donc, c'est un investissement personnel, c'est un chien de travail, comme tu le disais. Voilà, qu'est-ce qui se passe effectivement quand tu fais une crise? Je crois que tu as mentionné ici le budget, hein, le fait que c'est un investissement aussi. Ça, oui, ça reste. Il faut pas. On peut avoir des aides, par exemple la téléalarme, si je prends la téléalarme, ou la région peut aider financièrement, quelque chose comme ça. Un chien, il y a quand même un certain nombre de besoins et il faut être conscient il y a un investissement financier et personnel à mettre dans le chien parce que ça a des besoins et bah, les aides ne sont pas du tout suffisantes. Il faut quand même se dire, je prends un chien. Il ne faut pas oublier que c'est un chien avant d'être un chien d'assistance, c'est un chien et donc c'est toutes les contraintes d'un chien. Et parmi les questions qui nous ont été envoyées avant, il y avait est-ce que le chien est accepté en institution? Je crois que c'était ça la question. De manière générale, sur l'acceptation du chien, je pense que Sylvien, docteur Napuri, vous nous disiez aussi que par exemple, l'IME de Bel Air se penchait sur les chiens d'assistance et éventuellement
en avoir pour certains des jeunes. Toi, Éléonore, sur l'acceptation du chien, d'assistance, tu rencontres encore dans le domaine public des réactions des institutions un peu variées. En particulier, je crois que le Trésor public, maintenant ça s'appelle autrement, je ne sais plus. Ça peut, oui, mais j'ai envie de dire que là, c'est au bon vouloir de l'Institut, au bon vouloir de... en fait, sur le papier, théoriquement, on doit nous le refuser nulle part, à part le milieu médical où ils sont en droit de nous le refuser, typiquement le dentiste pour des raisons d'hygiène ou ce genre de choses. Mais dans la pratique, c'est encore peu connu et c'est pas bien apprécié. Et il faut une certaine, je dirais d'une région, ça doit dépendre d'une région à l'autre, mais il faut une certaine, moi en tout cas à Rennes, je rencontre un certain nombre de difficultés, typiquement hier, enfin, c'est encore, il faut une certaine, il faut insister, ils sont toujours un peu d'abord à dire non, après quand on dit un chien d'assistance, machin, ils finissent par accepter, mais c'est encore trop peu connu. Et donc, il y a un peu d'office le non parce que c'est un chien. Super. Bah, écoute, merci pour la clarté de ton propos. N'hésitez pas à commencer à nous mettre des questions au chat. J'en ai vu sur les dispositifs. Effectivement, il y a plusieurs professionnels. Alors, je crois qu'il y a des professionnels de la TEP aussi qui connaissent très bien ce sujet aussi, hein, de la détection des crises. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des choses sur le chat et on pourra aborder tout ça avec des questions aussi vers Éléonore. Éléonore, je te remercie. Après ce que Benoît va nous dire. Alors, Benoît, la science derrière ce que nous dit Éléonore. Explique-nous. Eh ben, je vais expliquer. Bon, d'abord, je voulais remercier EPI Bretagne de me proposer de me donner la possibilité de parler de mes travaux. Mais je voudrais aussi remercier Éléonore et j'aimerais bien l'embaucher comme ambassadrice aussi pour nos projets parce que son travail et sa présentation étaient extraordinaires. Je pense qu'on va parler parce que vous m'intéressez pour des tas de choses par rapport à tout ce que vous avez pu dire. Alors, comme je suis un homme, je ne sais pas faire deux choses à la fois, donc je vais d'abord lancer ma présentation et après je vais parler. Alors, je m'installe tranquillement. Est-ce que tout le monde voit bien là? On n'est pas en plein écran sur Alors, contrairement à tout à l'heure. ok. Ouais. Là, En fait, on a ta diapositive suivante, on a ton écran avec les notes, etc. Bon, alors, on va arrêter. Et là, est-ce qu'on voit là? Là, on voit, on est sur ton diaporama, on voit ta souris, il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais pas être en plein écran, je vais faire ça comme ça. Alors, par contre, moi, je ne vois qu'un quart de la diapositive. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Parce que Non, alors on va essayer de refaire pardon, hop. Et là, c'est bien? Non, c'est pas mieux. Ça peut le faire, mais c'est pas le cas. on ne va pas voir les détails. Bah alors, hein, tout à l'heure, c'était parfait. Tu veux arrête le diaporama peut-être et repars à droite. Tu as peut-être lancé le diaporama, la petite croix en haut à gauche, là, au-dessus tout en haut, tu vois? Alors, Tu as, en haut, là, tu as arrêté le diaporama. mais non, mais j'ai rien de tout ça pour l'instant. Attends, on va y aller. Alors, je vois arrêter le partage. On recommence. Ce que je vais faire cette fois-ci, je vais partager ma fenêtre, comme ça je prends pas de risque. Quelqu'un nous dit, Camille nous dit, il clique 2 fois sur l'image pleine, ça peut peut-être marcher. Ah, voilà. Et en bas, là, si tu vas en bas à droite là, de ton écran. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ou pas? Oui, mais si tu vas en bas à droite, là où c'est là où tu as cliqué. Ouais. Voilà. Je crois que ça Ouais, c'est là, je pense que c'est très bien. Là. Je ne touche à rien sauf je passe les diapos. impeccable. À Voilà. toi. Alors, donc en fait, je vais vous parler d'anticipation de crise. Je vais surtout vous parler de l'apport du chien, effectivement, dans cette thématique-là. Et donc en fait, je vais d'abord vous parler d'un travail de thèse qui a été réalisé à l'université de Rennes
euh, dans un autre laboratoire que le mien. C'est pas le mien. Ces données ne m'appartiennent pas. Je vais lancer quand même le... Et donc, voilà. Alors, juste avant un peu, quand même, dans mon laboratoire qui fait de la modélisation computationnelle, là, à Beaulieu, j'ai été voir mes petits collègues en leur disant qu'est-ce que vous faites, où vous en êtes avec l'anticipation des crises, et surtout que moi j'avais un peu la naïveté de penser que avec l'intelligence artificielle ça allait très rapide. Alors tout de suite ils m'ont calmé, ils m'ont dit calme-toi. Déjà, rappelle-toi que les EEG en néonate ou alors chez les ados ou chez les adultes, c'est pas la même chose. Donc déjà pour travailler dessus, bah, c'est trois sciences qui sont complètement différentes. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les modèles computationnels, les ordinateurs, les calculs mathématiques et statistiques permettent aujourd'hui au mieux de prédire de ne pas prédire une crise, mais de détecter une crise. Donc on parlera de détection précoce 500 millisecondes après le début de la crise. Comme vous pouvez voir ici en haut à gauche, où il a tout de suite détecté une crise alors que on saura que la crise a démarré ici. Il n'empêche que ce matin, sur ici Orléans, un médecin a expliqué qu'il y avait une start-up, mais sans dire le nom, sans aucune donnée qui permette de vérifier, qu'une start-up a mis au point un système avec un casque basé sur l'intelligence artificielle et qui est capable d'anticiper les crises une dizaine de minutes avant la crise. Donc je ne peux pas en dire plus, je vous annonce juste, ça a été annoncé ce matin à la radio. Alors, quand on parle de chiens d'assistance pour épilepsie, il faut aussi faire bien la différence entre la réponse et l'alerte. Donc la réponse, c'est quoi? C'est en fait un comportement adapté du chien au moment de la crise, tandis que l'alerte, c'est la capacité qu'a le chien de, d'abord, il anticipe la crise et il va prévenir la personne ou d'autres personnes, comme quoi pour lui, une crise va survenir. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Je voulais vous présenter une petite vidéo qui a été trouvée sur Instagram d'ailleurs par Marc Vaillot chez Naox Technologies, dont Sylvia a parlé tout à l'heure. Alors ici, comme la vidéo est très courte, je vous préviens, là, il y a une dame qui est en train de prendre sa douche et il y a le chien qui a déjà détecté qu'une crise va survenir et vous allez regarder le comportement du chien. D'ailleurs, il m'intéressera après si Eleanor peut nous dire si ça se passe de la même façon pour elle. Donc j'envoie la vidéo. Là, on voit le chien qui cherche à prévenir la personne qui est sous la douche. Il va présenter la serviette à la personne qui aura compris. Le chien va chercher les médicaments. La personne s'assoit pour se mettre en sécurité. Et là, vous allez voir que la personne va faire sa crise. Voilà. Voilà. Alors, quand on en est là, on peut se poser la question, est-ce que le chien détecte réellement une crise et on ne sait pas par quelle modalité? Ou alors est-ce qu'en fait le chien connaît bien la personne et peut-être qu'on a des mimiques, des tics qui sont un peu avant les crises, qu'on n'a pas nous identifié, que le chien a identifié, il observe ces mimiques et c'est comme ça qu'il est capable d'anticiper la crise. Et donc ça, à ce stade-là, on ne le sait pas. Et donc il y a un travail de thèse qui a été fait, comme je l'ai dit, par Amélie Catala, et ils ont décidé en fait, avec des compresses de coton, de récupérer l'odeur, la sueur sur la nuque, de la laine aussi, sur 5 patientes avec 15 ans en moyenne d'âge,
qui présentaient aussi des types d'épilepsie différents. Et pour ces différentes personnes, ils ont récupéré des prélèvements de sueur et d'odeur à des moments différents. Il y avait un prélèvement qui était pendant la crise, il y avait 4 prélèvements hors crise mais en activité calme, et il y en avait 2 durant des exercices physiques. Voilà. Et à côté de ça, en fait, on a regardé avec des chiens d'assistance comment les chiens réagissaient. Donc je vous montre une deuxième vidéo, vous allez voir ce premier chien. Alors, devant vous, c'est une salle, il n'y a que le chien et des godets, et dans les 7 godets, dans un des godets, il y a cette odeur de crise, et c'est des odeurs en crise dans les 6 autres godets. Et donc, vous allez voir que le chien, ici, en fait, le godet avec la crise est en position 6. Vous voyez la stratégie du chien, hop, il s'est arrêté, il a trouvé l'odeur. Et il vient récupérer sa récompense, c'est le travail. Je vous en montre une deuxième, une troisième, ça va être très vite. Là, c'est en position 2. Hop. Hop, il a trouvé l'odeur. Là, c'est en position 4. Et voilà, pareil. Je vous montre un autre chien. C'est la même chose, même si c'est pas tout à fait le même comportement. Ce chien-là, il a plutôt une stratégie de regarder tous les godets avant de décider quel est pour lui, quel est le godet pertinent. Position 3. Allez, dernier essai, position 7. Voilà, il a trouvé. Et donc en fait, avec ce travail-là, sur 5 chiens, et chaque chien en fait a été exposé aux odeurs des 5 patientes, il faut savoir que globalement, tous les chiens réussissent à faire ce travail-là sans se tromper. Alors en plus, d'autres travaux ont montré que quelle que soit la race de chien, toutes les races de chiens sont capables de réussir ce travail-là, même si pour certaines races, ça prend plus de temps que d'autres au niveau de l'entraînement. Voilà. Mais le résultat, qui est un résultat scientifique qui a été publié, a permis de montrer effectivement que on sait que les chiens réagissent à l'odeur, donc soit de la sueur, soit de la laine. A priori, les molécules d'haleine sont quand même plus volatiles, donc c'est très probablement plutôt de la sueur que de la laine. Donc après, il y a une deuxième question qui s'est posée et qui a fait appel aux stratégies de type chimique, qui est de savoir, c'est jusqu'à quand et jusqu'à quel moment cette odeur est présente avant la crise. Et donc en fait, ce qui a été fait, c'est avec 14 patients, et les patients, le travail a été fait à l'Office d'hygiène sociale de Lorraine, en tout cas sous cette couverture-là. Des patients on faisait des prélèvements aux patients toutes les 3 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures. Et en même temps, il y avait aussi des prélèvements qui étaient faits lorsque un patient faisait des crises. Et donc en fait, a posteriori, pour chacun des prélèvements, on était capable de coter le prélèvement et dire si le prélèvement a été fait loin d'une crise ou proche d'une crise ou hors crise. Et donc à partir de là, il y a une analyse qui a été faite. Et en fait, alors ça a été fait en SIFT-MS. Alors il faut comprendre au niveau conceptuel qu'est-ce que c'est la SIFT-MS. La SIFT-MS, imaginez que si je parle d'odeur d'épilepsie, il faut imaginer que très probablement, il n'y a pas une molécule. C'est possible, mais c'est peu probable. Et donc, on va parler de plusieurs odeurs. Alors, imaginons que ce que vous voyez, ce paysage avec des arbres, on imagine que chaque arbre, c'est une odeur. Eh bien, en fait, la SIFT-MS, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va analyser le profil
ici des différents arbres, et donc en fait elle va analyser le paysage. Voilà. Et donc quand on fait de la SIFT-MS, la SIFT-MS est capable de comparer deux paysages et est capable de dire si les deux paysages sont identiques ou pas, sans être capable d'identifier chaque arbre. Voilà. Et donc une analyse adaptée a montré qu'en fait l'odeur pendant la crise est équivalente à l'odeur avant la crise, qui a été prélevée jusqu'à 3 heures, et l'odeur jusqu'à 6 heures avant la crise, et qui s'oppose aux autres échantillons dits hors crise. Et donc en fait ici, le premier résumé, le résultat, c'est de pouvoir de dire, 1, les crises d'épilepsie peuvent être détectées par rapport à l'odeur, et 2, le résultat montre qu'elles peuvent être prédites en médiane, alors imaginez, c'est un peu en moyenne pour les non-scientifiques, en moyenne 4h38 avant la crise. Ça veut dire que l'odeur pertinente des crises sont présentes très longtemps avant la crise. Ici, plus de 4 heures. Donc ici, depuis, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle ICONE, ICONE pour identification des composés organiques natifs d'épilepsie. Et donc le projet vise à identifier ces odeurs-là. Alors cette fois-ci, c'est un gros projet. Amélie Catala, qui a fait sa thèse dans un autre laboratoire, nous a rejoint en tant que postdoc pour nous aider à monter ce projet. Et le projet embarque un grand nombre d'entités, et je vous présenterai un petit peu tout à l'heure rapidement qu'est-ce que chacun fait. Donc, quel est le but de ce projet? 1, identifier là où les molécules. On s'intéresse aussi, cette fois-ci, aux différents types d'épilepsie, parce que jusqu'à présent, dans le travail précédent, on ne s'intéressait pas aux types d'épilepsie, même si c'était des épilepsies variées. Et là, on va tenir compte aussi des différents types d'épilepsie. J'anticipe sur mon propos, c'est pour ça que ce projet-là, cette fois-ci, va inclure une centaine de patients. Et ensuite, on va essayer de voir si l'odeur, les molécules qu'on espère identifier avec ce projet-là, en fait, sont bien les molécules auxquelles les chiens sont sensibles. Donc ici, comment va-t-on faire? 2 centres d'investigateurs, l'ATEP et Rothschild à Paris. Comme je viens de vous le dire, on va inclure une centaine de patients pour lesquels on fera des prélèvements avant, comme avant, je vous ai dit N-1, N-2, pendant la crise, hors crise, mais aussi on fera des prélèvements après la crise, N+1, N+2. Et quelques patients seront prélevés nuit et jour à Rothschild. C'est-à-dire on ne sera pas que 9h, midi, 3h, 6h, enfin 18h, 21h, mais il y a aussi minuit, 3h du matin, 6h du matin. Donc la même chose sur l'échantillon, c'est une compresse passée sur le front, les mains, la nuque, plus la laine. Et en plus, on va récolter quelques échantillons monosources parce qu'on aimerait savoir quelle est la source la plus pertinente entre est-ce que c'est au niveau du poignet, est-ce que c'est au niveau du cou, est-ce que c'est la laine, voilà, donc on fera des choses comme ça. Ensuite, au niveau des analyses, on va faire 2 types d'analyses majeures. Le SIFT-MS, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui est capable de regarder un petit peu les paysages pour voir est-ce que des paysages sont similaires, qui permettra de vérifier ce qu'on avait obtenu la fois précédente, mais aussi de regarder entre les différents types d'épilepsie, est-ce que c'est les mêmes profils? Et d'un autre côté, l'analyse chimique qui cette fois-ci sera faite à l'université du Mans, dirigée par Arnaud Martel, et le but va être d'identifier les molécules. Il faut savoir que tout ce qui sont... Alors, cette science-là, c'est la science des composés organiques volatiles. C'est le terme scientifique. C'est une nouvelle science. Pourquoi c'est une nouvelle science? Parce que maintenant, il y a des nouveaux capteurs qui sont capables de répondre. Et donc, comme il y a des nouveaux capteurs sur un plan technique, eh ben, il y a une nouvelle science qui est montée. Et donc, il faut aussi imaginer que la statistique n'a pas été développée pour répondre à ce genre de choses. Donc, dans notre projet, on a aussi embarqué 2 statisticiens rennais et qui travaillent sur d'abord essayer de répondre aux questions, identifier les molécules, et
on a des grosses, je peux déjà vous parler du résultat, on a des grosses variabilités entre les individus et donc qui vont essayer de ce qu'on dit débruiter tout ça pour essayer de trouver en fait les réponses pertinentes. Et donc ces statisticiens sont aussi en train de travailler en deep learning, de l'intelligence artificielle pour essayer de développer des méthodes et qui publieront aussi pour que ce soit employé par les autres technologies. On travaille d'ailleurs, on discute avec le cancer du sein à Paris, enfin l'équipe qui travaille à Curie sur le cancer du sein et qui se servent à peu près de la même technique. Mais comme eux, on n'a absolument aucune connaissance et on a des échanges réguliers avec eux pour savoir du type, quand on a une compresse avec des odeurs, est-ce qu'on doit la conserver à moins 80, à moins 20, à plus 4? Est-ce qu'on doit les conserver sur des compresses, sur du coton? Est-ce qu'on doit mettre ça dans un papier d'aluminium? Est-ce qu'on doit mettre ça dans un tube étanche? Voilà, on a toutes ces questions-là parce que c'est vraiment des nouvelles technologies. Et ensuite, lorsqu'on aura identifié la molécule, eh bien, le but c'est, on va envoyer d'abord, si cette molécule existe dans le commerce, on va l'acheter, donc la molécule synthétisée. Si elle n'est pas commercialisée, on va la faire synthétiser. Et ensuite, on va envoyer des odeurs à Medical Mutts, là où il y a les chiens d'assistance. C'est un centre d'entraînement de chiens d'assistance. Et on va leur envoyer les molécules, d'abord des molécules naturelles prélevées sur des patients, mais aussi la molécule synthétique. Et il y aura deux groupes de chiens. Un premier groupe de chiens va être entraîné avec l'odeur naturelle, et puis l'autre groupe, c'est avec l'odeur synthétique. Et lorsque l'entraînement sera fait, eh bien en fait, on va changer la molécule. Ceux qui auront une odeur naturelle, on va leur passer sur l'odeur synthétique. Ceux qui ont eu le travail, l'entraînement avec l'odeur synthétique, vont passer à l'odeur naturelle. Si les chiens conservent le même comportement, on aura donc prouvé que les molécules qu'on aura identifiées sont bien les molécules auxquelles les chiens sont sensibles. Voilà. Non, attendez, je me gourde de flèche. Voilà. Donc, le travail, les inclusions ont démarré en 2024 à la TEP, en 2025 à Rothschild. On a aujourd'hui plus de 27 patients qui ont participé. Voilà. Donc, ici, vous avez un petit peu le déroulé des travaux. Je vais pas... Benoît, je me permets, juste, on nous demande une précision sur SIFT-MS et GC-MS. Oui. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La SIFT-MS, c'est les techniques chimiques qui sont capables de comparer des profils de molécules, et c'est ce que j'ai expliqué avec mes arbres. Donc, c'est deux techniques chimiques différentes. Ce dont il faut juste se rappeler, c'est que la SIFT-MS, je vais revenir. Voilà, j'y retourne. La SIFT-MS, c'est là les paysages qui sont ici. Là, vous voyez, imaginez que chaque arbre, c'est une molécule. Ok? Et donc la SIFT-MS va être capable de faire des spectres comme ça, va être capable de construire un paysage et chaque arbre va être représenté par sa hauteur. Et donc la hauteur représente l'intensité de la présence de la molécule qui intervient dans cette odeur. Et donc la SIFT-MS permet non pas d'identifier des molécules, mais permet de comparer deux paysages ici présents et donc deux spectres d'odeur. Et donc ça permet de dire, non pas, voilà, c'est telle molécule qui est présente, mais ça permet de dire, en fait, ces deux odeurs sont comparables ou ne sont pas comparables. Ça, c'est la SIFT-MS. La GC-MS, c'est une autre technique. La GC-MS est capable d'identifier la molécule lorsqu'on cherche une molécule dans le cadre d'un paysage. Donc, par exemple, ici, la GC-MS va être capable, lorsque je lui présente cet arbre-là, sera capable de dire cet arbre-là, c'est telle molécule. Donc, voilà les deux approches différentes. Et donc, l'intérêt de la SIFT-MS, c'est être capable de dire deux prélèvements différents sont semblables ou ne sont pas semblables. Ça, c'est l'intérêt. Et la GC-MS permet de rechercher les molécules. J'en arrive ici, et donc, en fait, le projet devrait ici, le projet Icône, s'arrêterait avec l'identification des molécules, mais on est déjà en train de travailler sur l'après-projet, et le but,
c'est parfait, les chiens, mais c'est pas toujours évident, surtout que Medical Mutt n'est pas capable de fournir des chiens avec le besoin qui est la pression, le besoin on va dire dans la population. Et donc l'objectif est de développer un dispositif électronique que les gens porteraient sur eux et qui serait dans lequel il y aurait des capteurs et qui sont capables de répondre aux odeurs et qui pourraient prévenir la personne. Alors vous avez en haut à gauche, un dispositif qui existe déjà pour le diabète. Voilà. Et ça, c'est développé avec des capteurs par Materianova. On travaille déjà avec Materianova, c'est en Belgique. Voilà. Et donc, juste pour finir, je vous montre à gauche, eh bien, il y a 50 personnes qui travaillent sur le projet, des projets à la Fondation LATEP, dont, dont Emeline Four, qui est ici présente et qui est en train d'écouter. Ensuite, il y a l'hôpital Rothschild, l'école d'ingénieurs de Purpan qui fait la CIFTMS, l'université du Mans qui fait la GCMS, l'IRMAR qui fait des statistiques, l'IRSET qui fait aussi des statistiques, Medical Mutt qui plus tard, enfin déjà dans le cadre de la thèse d'Amélie Catala, a permis de faire le travail avec les chiens et qui plus tard validera ce qu'on fait, et nous, à Rennes, qui pilotons le projet, et ben c'est déjà beaucoup. Voilà. Et à droite, nos soutiens, la Ligue française contre l'épilepsie, Paul Bocuse, qui a organisé un dîner caritatif avec une vente aux enchères de bouteilles de vin, et en fait, les bénéfices étaient pour nous. J'en profite. Star, hein. On va te mettre de la musique, là, si tu fais les crédits. Pardon, j'en profite juste pour dire que Paul Bocuse, aujourd'hui, aurait 100 ans, et donc je lui souhaite bon anniversaire. La Société Centrale Canine, les assurances Agria, la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie et aussi l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît. Peut-être pour préciser, tu avais aussi une interview sur Radio France Armorique. J'ai un peu perdu le fil, c'était lundi matin, hein, c'est ça? Oui, tu étais de bonne heure lundi matin. Oui. Une des questions qui t'a été posée, c'était sur le calendrier. Oui, bah je veux pas trop. Oui, alors le calendrier, en fait, aujourd'hui, le calendrier officiel est court jusqu'en 2029. Voilà. Alors on espère qu'en 2028, le nombre de patients nécessaires aura été atteint qui nous permettent d'avoir pu identifier les molécules. Pendant ce temps-là, on essaye d'optimiser quand même les techniques statistiques. Comme on est en train de travailler aussi sur des dispositifs électroniques, on a beaucoup de contacts autour de ça. On espère que lorsqu'on aura identifié les molécules, on va très rapidement passer sur en fait un dispositif prototype, et donc on espère avoir un prototype en 2030. Super, merci. Et, Merci. Marie-Christine, avant de passer à la suite, on a deux questions concernant les chiens d'assistance, à savoir, est-ce qu'un chien d'assistance va rester alerte et continuer à détecter des crises malgré que la personne n'ait pas fait de crise pendant un an, par exemple? Et est-ce que les parfums ou les huiles essentielles qu'une personne pourrait porter empêcheraient le chien de détecter les crises? Pour la première question, moi je porte du parfum, des huiles essentielles et je fume et il fait très bien son job. Mais évidemment, Andy Chien va dire d'éviter au maximum. Mais après, le chien s'adapte à. Lui, il est entraîné sur une hormone de crise. Et lui, il va à trouver l'hormone de crise au milieu de mon odeur corporelle. Et mon odeur corporelle comprend le parfum, le tabac et tout ça. Donc, il va savoir trouver ça. Et c'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'était de savoir est-ce que le chien va rester alerte et être capable de détecter des crises malgré que la personne n'en ait pas fait pendant une année? Moi, j'en ai pas fait depuis que je l'ai, ça va faire 2 ans. Ce qui est quand même bien, il reste alerte. Ce qui est quand même bien, c'est de continuer à le travailler. C'est là où je dis il faut aussi un investissement personnel. C'est que c'est bien d'avoir de l'hormone de crise sur un coton, comme on expliquait, on les récupère sur des cotons et on les met au congèle. Et donc, c'est bien d'en avoir un peu d'avance pour que s'il n'y a pas de crise pendant un an, on puisse continuer à le travailler. Je peux compléter. Les déodorants et les parfums sont un réel problème pour nous pour l'identification des molécules. Ok. Moi. Voilà. Mais c'est familial, je pense.
Et peut-être une précision, Éléonore, que tu fais une distinction entre la crise de forme absence et la crise généralisée, hein, je crois. Là, je parlais de crise généralisée. Et tu fais des formes d'absence pour lesquelles le chien t'aide, si j'ai bien compris. Oui. Pour les, enfin, moi, il me prévient 3 à 6 heures avant en général. D'accord. Alors ensuite, pour revenir sur le matériel que l'on a évoqué en première partie, on a une question concernant l'application My Medic Watch. À savoir, est-ce que quelqu'un connaît cette application et comment est-ce qu'elle fonctionne? Je ne connais pas. Voilà, donc il n'y a pas de précision sur ce point. Ça précise, j'ai regardé rapidement en ayant vu la question. Alors peut-être on peut ouvrir le micro à la personne qui a posé la question. Oui, alors la personne, c'est 5PFYDR, alors je ne sais pas. Pascal, ce serait gentil dans le chat et on vous ouvre le micro. Le micro est ouvert de cette personne. Oui, bonjour. Donc, nous, on a eu cette application-là sur des recherches Internet. On a mis ça à notre fille. Donc, ça fait 3, 4 mois qu'on l'a utilisée. Euh, Elle a pas, donc, c'est une montre qui est connectée à une application et l'application est connectée sur 2 ou 3 autres téléphones de proches. Et en fait, quand elle fait des crises, normalement, ça nous prévient. Mais donc là, on a eu quelques crises. Le téléphone était soit éloigné de notre fille, donc on n'a pas pu avoir la détection des crises. Mais en fait, on a contacté MacMedic Watch et ils confirment que ça fonctionne relativement bien. C'est une société australienne. Et donc, est-ce qu'on parle de crise tonico-clonique avec, par exemple, des mouvements de bras? En fait, il y a 2 facteurs qui déclenchent la crise. Donc déjà, la chute brutale de la personne et puis l'augmentation du rythme cardiaque. Et après ça, en fait, des tremblements ou des secousses, Qui sont les, pris en compte. ouais, qui sont pris en compte. Donc Sylvia, c'est très similaire, hein, à un des dispositifs dans lequel tu parlais, Empatica en particulier aussi, qui travaillait sur cette base-là. Et à l'origine, il y avait pas mal de faux positifs, mais donc c'est pas votre expérience avec MedicWatch, c'est ça? En fait, nous, on n'a pas assez de recul par rapport à ça. C'est pour ça que je posais la question, savoir s'il y avait eu des personnes qui avaient vu un peu de recul par rapport à cette application-là. Donc, c'est une application qui a un coût, en fait, en fonction du mode de demande qu'on a, ça va de 7 à 30 euros par mois. Merci. Mhm. Alors, on a une dernière question de Madame Sabino qui demande si il y a des études qui prouvent qu'on peut prévenir les crises par des systèmes de régulation tels que la relaxation, l'hypnose. Sylvia? Et je sais qu'il y a un PHRC, il y a eu une étude qui est faite à Grenoble par Cécile Sabourdi autour de épilepsie et méditation. Donc il y a des choses qui émergent en tout cas. En tout cas, ce ne sont pas des disciplines qui sont euh, abandonnées. Oui, tout à fait. Je bondis sur la même chose. Il y a de plus en plus d'études aussi qui abordent ces questions par rapport à l'impact de la musique, la relaxation sur l'activité cérébrale. Et donc, il y a des études en cours. Nous, dans notre équipe en pédiatrie, on est en train de monter un projet avec le yoga. D'accord. Et la dernière question pour Éléonore, c'est Monsieur Petrovic qui demande ce que fait le chien lorsqu'il vous prévient 6 heures avant. Qu'est-ce que vous faites en fait? Quelles mesures vous prenez quand vous êtes prévenu longtemps à l'avance? Le chien, il fait rien plus que me prévenir. Et après, moi, je sais qu'en général, comme il y a entre 3 et 6 heures, je vais me dire, bon, bah, si je suis en ville, je vais rentrer. S'il me prévient et je vais me prévenir, ça veut dire que dans 5 minutes,
bah, je vais aller à la pharmacie d'à côté chercher de l'aide. Si j'ai prévu un truc dans l'après-midi, bah, qui me prévient, je vais dire, bon, bah, en fait, je vais peut-être rester tranquille à la maison. Donc, en vrai, je me mets juste en sécurité, je prévois juste de rester en sécurité. Tu parlais de l'intensité du POC aussi, hein, que quand le chien, quand la crise est un peu plus imminente, peut-être que l'alerte du chien est un peu différente, c'est ça? Clairement, quand il va me poquer pour 5 minutes avant, il va me mettre un coup de truc que je peux presque avoir un bleu, entre guillemets, quoi. Il va marquer, vraiment écraser sa truffe sur la cuisse. Alors que si c'est 6 heures avant, il va juste me faire un petit coup de truffe un peu rapide en mode sois vigilant. Je peux poser une question? Bien sûr. C'est pour Éléonore, pareil. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, dans certaines circonstances, le chien est capable d'anticiper 5 ou 6 heures avant ou seulement 5 minutes avant? Qu'est-ce qui ferait que dans un cas, il prévient longtemps avant et d'autres cas, juste avant? Je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un aspect aussi de mon état de stress à moi, où il va savoir, je pense que ça joue aussi. Mais en vrai, je ne sais pas la vraie raison pourquoi des fois c'est 6 heures avant, mais des fois c'est 3 minutes avant. Enfin, 3 minutes, il fait rarement, mais genre 5 minutes avant. Mais il a été aussi en mesure de prévenir 2 personnes, un autre locataire qui est parmi nous dans les habitats, et une autre amie que j'ai qui est épileptique. Il a su les prévenir alors qu'il est censé me prévenir moi. Enfin, prévenir. Donc, il s'est retrouvé avec d'autres gens épileptiques qui ont fait une crise et il a su les prévenir. Bien, Loulou. Et, et- et il a prévenu préférentiellement quelqu'un d'autre ou aussi quelqu'un d'autre? Il a prévenu la personne qui allait faire une crise. Un autre locataire parmi nous D'accord. était à l'appartement chez moi. On discutait et Taïgo a eu un changement de comportement envers ce locataire et il lui a mis un coup de truffe et j'ai compris que. Et en effet, il a fait une crise dans les 5 minutes. Ouais, et ça c'est hyper important. Ce résultat est hyper important et nous c'est vraiment, on se repose là-dessus parce que en fait toute notre crainte pour nous en tant que scientifiques, ce serait que chaque personne a effectivement une odeur qui émerge ou qui d'ailleurs qui diminue hein, avant la crise, mais qui serait différente d'une personne à l'autre. Et là ce serait catastrophique pour nous. Et donc, en fait, aussi bien nos travaux où on a eu 5 chiens différents qui répondaient pour 5 patients différents, et même vous, votre chien qui est capable de identifier qu'il y a l'émergence d'une crise chez vous, mais aussi chez les voisins épileptiques, ça montre bien qu'en fait, il y a un facteur général. Il y a une Oui. odeur générale. Ça, c'est très important. Est-ce que Moi, les autres personnes ont le même type de crise ou pas? non, pas spécialement. C'est des Voilà. crises. Il y en a une, elle fait des crises convulsions cloniques, tout comme moi. Et l'autre locataire, c'est plus des absences. Ah bah c'est vachement bien tout ça. Et qui peuvent ressembler un petit peu aux Mm. tiennes, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est le jeune homme au-dessus de chez toi, comme je pense, hein, ouais. Si vous faites quand même au niveau absence, ce serait quand même assez semblable. On fait aussi des absences, oui. Mais il a Mm. prévenu 2 types de crises différentes, mais qui Mm. connaît chez moi dans les 2 cas. Mm. C'est-à-dire la crise convulsive, convulsion, et la crise partielle, qui est plus perte de connaissance, enfin, absence. Merci beaucoup. On nous parle des liens aussi, peut-être éventuellement vers les études de Cécile Sabourdi. Benoît, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra vous faire un mail avec les liens. Je pense aussi à la Fédération EFAP, notre collègue Bernard Thomas, notre fédération nationale, qui a toujours un peu un œil aussi sur ce qui est Mm. technologie, qui souvent a différents outils. Donc on lui parlera de MedicWatch, voir ce qu'il en. Mm. Et puis on vous mettra les liens vers le site EFAP, vers les recherches autour justement de la relaxation. Je pense que il y a plusieurs au sein de la Ligue française contre l'épilepsie, vous êtes plusieurs médecins et chercheurs à vous pencher sur ces sujets aussi. Mm.
Donc peut-être les collègues de la TEP qui ont une superbe, enfin du Centre national de ressources sur les épilepsies sévères, il y a aussi une très très bonne bibliographie. On vous mettra les liens de tout ça. Et on a oublié de parler le côté artistique hein, aussi. En Suisse, il y a des neurologues qui travaillent autour de ça, l'apport de l'art au niveau de la gestion de ces crises. Peut-être, Éléonore, on peut parler un petit peu du processus avec Andy Chien. Comment ça s'est passé concrètement pour avoir le chien? Donc, je suppose déjà demander un dossier, remplir un questionnaire, et puis voilà, combien de temps d'attente tu as eu en fait entre le moment où tu as... Donc voilà, exactement. J'ai rempli un questionnaire avec mes besoins, mes attentes, qu'est-ce que j'avais comme critères pour le chien et qu'est-ce qu'était mon quotidien, dans quelle situation j'étais. Et en moyenne, c'est entre 2 à 5 ans d'attente où clairement on s'est un peu retrouvé avec un silence radio. Du jour au lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a un chien pour vous. Donc moi ça a duré 2 ans, donc c'était plutôt court. Et après ils demandent un premier entretien téléphonique pour voir si le chien qu'ils ont supposé être bon pour nous et entre le dossier et la réalité c'est bon. Et après une rencontre avec le chien où il y a un aidant ou enfin, un proche de familial, un aidant, voilà, et les éducateurs et moi. Et Taigo est venu directement me voir moi, alors que ça aurait pu, il y avait mon conjoint, j'aurais pu aller voir mon conjoint d'abord. Il ne savait pas, mais il est venu me voir direct moi, et ils m'ont appelé le lendemain pour me dire que c'était bon. En général, ils appellent une semaine, voilà, quelques jours après. Et moi, ils m'ont appelé le lendemain pour me dire que c'était bon. Donc, ça a tout de suite, ça a tout de suite matché. Et après, il y a un stage de 15 jours où là, c'est quand même un peu de logistique. Ils vont nous emmener en forêt, en ville, un peu partout. Donc, il faut être motorisé et souvent, on réserve un Airbnb ou un truc dans le genre, quoi. Et c'est très important qu'il y ait un proche qui soit là aussi. De toute façon, je crois qu'il l'impose, plus ou moins. Qu'il y ait un aidant et quelqu'un d'autre qui peut gérer le chien, qui peut être là pour le stage, qui prend note de toute l'éducation, parce que ça reste une éducation un peu particulière et différente d'un chien de compagnie lambda. Et après, on part dès le premier soir avec le chien et il y a tout un suivi à côté, quoi. On n'est pas abandonné après. Il y a quand même une super prise en charge à côté. Ça, tu as un suivi d'Andy Chien tout au long en fait, hein, c'est ça. Je suis toujours en contact assez régulièrement avec eux. Dès qu'il y a une petite problématique, on peut les contacter. Et l'idée, c'est que le chien soit en retraite à quel âge? En général, la retraite, c'est autour de 9 ans. Et après, soit il est heureux, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, soit on peut le garder, soit il est mis dans une famille d'accueil en 10 chiens. Mais c'est aussi un avantage. Alors moi, je sais que je vais vouloir le garder, mais c'est aussi un avantage quand on le prend pour un enfant, le chien, et qu'après, il devient ado ou jeune adulte, il prend son indépendance, l'épilepsie se stabilise. Ça a aussi un côté cool c'est triste à dire, ne pas avoir à gérer le côté du chien âgé, les problématiques qui viennent avec l'âge. Et quand ils commencent à moins bien travailler, à partir de 9 ans, ils partent sur le principe ils sont réorientés en retraite. Merci. Et ça coûte combien? Comment ça l'éducation du chien ou concrètement dans la pratique en tant que bénéficiaire? Pour obtenir un chien. J'ai aucune idée si Andy Chien fait payer. J'ai aucune idée. Alors Andy Chien, le chien, je ne sais plus exactement. Je voudrais pas donner de chiffres au hasard, donc je vais pas m'avancer. Mais l'éducation du chien coûte très cher, ça je le sais. Et après, nous,
au moment où on le récupère, il nous demande une participation de 350 euros, quelque chose comme ça. Oui, donc Mais l'éducation du chien coûte très cher. Mais ça, nous, on n'y voit pas le. c'est uniquement le budget, hein. Ce que tu disais, c'est le budget d'entretien, le budget d'avoir un chien qui n'est pas faible. Les frais vétérinaires aussi qui sont Voilà. à Mais charge. au même titre qu'un chien, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Ouais. Mais pas au-delà. Voilà, pas au-delà. Voilà. Alexandre, est-ce que tu vois d'autres questions? Il y a une question intéressante, c'est un petit peu lié quand même au sujet sur y a-t-il une majoration des crises en fonction des hormones? On est quand même un peu dans ce sujet. Sylvia, qu'est-ce que... Oui, 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 c'est étudié, hein, et bon, chez les femmes, les cycles, par exemple, pendant les périodes des règles, il y a des femmes qui renforcent un petit peu le traitement parce que c'est une période où il va y avoir plus de crises. Donc, les hormones ont un impact. Et pas que, là. Il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'effectivement, il y a on va dire, une cyclicité dans les crises, dans les périodes de crise. Et à Mm, Marseille, il y a Christophe Bernard qui travaille beaucoup mm. dessus pour essayer de comprendre. Et on parle de la météo des crises, c'est le concept, cette météo des crises. Il y a des périodes orageuses et des périodes de calme, orageuses, calme. Alors, on a une question pour vous, Benoît, justement, concernant les neurologues qui travaillent sur les apports de l'art pour gérer l'épilepsie. Une personne demande qui sont ces neurologues en Suisse. Alors, j'ai pas prononcé le nom parce que je recherche Sylvia là, à Genève, la blonde, cheveux longs. Pardon de décrire comme ça. Euh, Je- euh, Bon, on va vous le trouver. ouais, Mais vous mettra dans le... Pico, c'est Marche pas. Pico, mais elle n'est pas à Genève. non, 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 c'est pas. Mais c'est un nom comme ça. Faut que je retrouve. Ouais, je le Oui, retrouverai dans le fil de discussion, merci. On nous précise, Sabino, le coût de l'éducation d'un chien d'assistance. Fabienne Fa- Picard. Picard, oui, voilà, Fabienne Picard. Picard. Merci. Fabienne Voilà. Picard, ouais. Elle a Merci écrit, beaucoup. elle a écrit un livre hein, d'ailleurs à ce sujet-là. D'accord. Euh, Pardon, la précision, Madame Sabino, le coût de l'éducation de la chienne d'assistance est d'environ 20 000 euros par chien. Alors, il est vrai qu'Andy Chien est très actif hein, dans la région pour solliciter des mécénats. Et je sais qu'en particulier, on partage de mémoire un mécène qu'on est soutenu aussi par le fonds de dotation d'Arkea Crédit Mutuel. Et je sais qu'eux aussi ont une dotation importante euh, pour pouvoir travailler. Excusez-moi si je peux préciser, j'ai lu qu'en Suisse, il y avait un établissement où on pouvait venir avec son propre chien et sur un temps donné, en fait, le former en se rendant une fois par semaine dans l'établissement sur un temps donné. Donc, ça m'a semblé vraiment intéressant parce que en France, finalement, on ne peut pas décider d'avoir un chien. On doit remplir des critères. Je ne sais pas ce qu'ils sont d'ailleurs, ces critères. Et, et c'est compliqué, alors que cette solution-là m'a semblé vraiment intéressante de pouvoir venir avec son propre animal, éventuellement, et le faire former, quoi. Vous avez entendu parler de ça, peut-être? Non. Non. J'ai croisé quelqu'un pour lequel c'était le cas aux États-Unis il y a déjà quelques Hmm. années, il y a déjà au moins 10 ans. Oui. Et en particulier, c'était des caniches. En particulier, si on avait un caniche, on pouvait effectivement, il y avait une école pour les caniches. Ah oui? Après, c'est important de souligner que voilà, des gens comme Andy Chien, c'est aussi un engagement associatif immense, hein. Ce Oui, sont oui. un peu comme nous. Donc, eux, ils sont partis sur ce format avec chien d'assistance, et sans doute aussi parce qu'ils ont pu définir un protocole sur lequel ils peuvent vraiment agir. Euh, Mhm. et c'est vrai qu'évidemment, il y a des contraintes quant au processus. Ça reste, ça reste une très belle histoire, hein. On les connaît Oui, depuis oui, c'est magnifique. 15 ans, c'est assez bluffant. Puis là, de le voir, moi j'étais toujours un petit peu à chaque conférence, pour ceux d'entre vous que je connais depuis longtemps, très souvent à chaque conférence, on nous parlait du chien.
Et c'est vrai que moi, je me disais quand même pendant une période, je me préférais que les gens me parlent d'ouverture de droit, me parlent de la prise en charge, de ne pas avoir assez de neurologues, de ne pas avoir de d'âge, de prestations de compensation du handicap, de RQTH. Je me disais, mais pourquoi cette obsession pour l'animal? Et c'est vrai que entre les travaux de Benoît et l'expérience d'Éléonore, bah oui, j'ai changé un peu d'avis. Je vois bien l'intérêt de l'animal aussi. Il ne faut pas oublier les droits, mais je vois l'intérêt aussi des animaux. Oui, parce que c'est la sécurité personnelle du patient, ça lui permet d'être acteur dans son, dans sa souffrance, en fait, et dans l'imprévisibilité des crises. Donc, c'est super important. Et il est montré, au-delà de la détection et de l'anticipation des crises, qu'une personne épileptique qui est avec un animal, et globalement en termes de qualité de vie et aussi en termes de nombre de crises, c'est réduit. Donc je vous C'est dirais, génial. même si vous pouviez vous promener avec un poisson rouge dans le bocal à la main, logiquement, dans la théorie, il devrait y avoir un effet. Et puis peut-être qu'un chien peut spontanément sentir, en connaissant son maître, peut-être qu'il peut reconnaître des choses spontanément aussi. Ça, je ne sais pas si ça a déjà été. Enfin, pour moi, ça me paraît évident que le chien même un chien peut-être non et non travaillé, peut à la rigueur détecter une crise. Mais l'avantage d'Handichien, c'est que c'est une ouverture d'esprit globale sur l'emmener partout. C'est pas que l'aspect le chien. Il y a un aspect psychologique, mais ils ont des droits qu'un chien de compagnie lambda, même s'il va savoir détecter les crises, n'aura pas. En toute rigueur, et c'est pas une bêtise que je raconte, le rat serait capable de faire la même chose. Bien sûr. Mm. Alors, au niveau de l'olfaction du rat, c'est aussi développé que le chien. Ah oui, Mm. mais ça me... Nous avons Mais peut-être c'est un peu plus compliqué de se promener avec un rat quand même. Je préfère un chien. Voilà. toi qui vis dans un laboratoire avec plein de souris aussi, Oui, mais c'est une habitude. Est-ce que vous avez une dernière question? Il est 19h33. Est-ce qu'on a couvert Moi, tout? j'ai une question, si je peux me permettre, si je ne vole pas le temps de parole de quelqu'un, je veux bien, parce que comme j'ai pas mal parlé, je veux bien laisser. Allez-y, vous étiez la première sur les starting blocks. On fera deux questions. Ah, en fait, ça concernait le fait que si une crise arrive dans un espace public avec un chien, est-ce que, en fait, les pompiers, la PHP, savent réagir et n'éloignent pas le chien? Est-ce que le chien peut faire la différence entre une personne, par exemple, mal intentionnée et puis des intervenants qui viendraient aider la personne victime d'une crise? Alors, il y a plusieurs personnes qui peuvent répondre à la question. Moi, j'ai une anecdote, mais je vais déjà laisser parler Oui, Alexandre, merci. parce que Alexandre, je pense que c'est un sujet que tu connais peut-être, hein. Euh, Alors, il y a deux cas de figure, c'est-à-dire que est-ce que le chien d'assistance est formé pour laisser intervenir les secours? Ça, je sais pas. Il faut voir ça avec plutôt peut-être Éléonore Ouais. qui saura répondre. Est-ce que par contre, du point de vue des secours et des pompiers, effectivement, si quand les pompiers interviennent, le chien est présent, ça va vraiment dépendre du pompier qui va intervenir. Mhm. C'est-à-dire que ne connaissant pas l'animal, si l'animal est vraiment proche de la victime et que il n'a pas, le pompier doit intervenir sur l'animal pour pouvoir accéder à la victime, il le fera pas forcément par risque de morsure, etc. Donc ça va différer l'intervention, ça va être compliqué. Si vous tombez sur un pompier qui a l'habitude des chiens, de les manipuler, de s'adresser à eux, etc., il le fera. Ça dépend vraiment de l'intervenant et Je- du contexte autour. S'il y a de la panique, s'il y a des cris, du stress, que ça stresse le chien, forcément, ça va être compliqué. Si c'est détendu et calme, le chien sera plus détendu, ça sera plus facile. et je précise que c'était ton métier, puisque tu étais au SDIS 45 pendant de nombreuses années. Tu étais pompier pendant de nombreuses années avant d'aller faire des études qui t'emmènent pas loin du pont qui est derrière toi bientôt d'ailleurs. Ça.
Juste une petite anecdote. Moi, mon frère est épileptique, il a 70 ans, ça fait plus de 60 ans pour lui. Et moi, j'ai grandi enfant où, quand il allait promener le chien à la pause du déjeuner, on mangeait tous à la maison. Il nous est arrivé plus d'une fois où, en fait, heureusement que le chien était là parce que le chien empêchait les pompiers, pour le coup, de l'emmener à l'hôpital quand il s'était pas blessé. Et en fait, le chien empêchait les pompiers d'intervenir, les voisins venaient prévenir mes parents, et au moins à deux reprises, en fait, hein, on a récupéré Dominique avant qu'il soit expédié au CHU et d'aller perdre beaucoup de temps, et grâce au chien. Voilà. Donc, Faudrait peut-être l'armer, le chien, alors. Bah, le problème, c'est que quand ça se passe comme ça, c'est bien, mais si et les c'est secours se trouvent face à un chien et qu'ils ne savent pas comment intervenir, il y a pas 36 solutions. Ils vont faire venir soit leur propre vétérinaire qui va avec un fusil hypodermique endormir le chien, soit c'est les services de police qui vont venir avec la fourrière pour pouvoir récupérer le chien et l'emmener dans des conditions qui vont être traumatisantes pour lui de toute façon. Euh, Moi, je me suis retrouvée, donc, Taigo a prévenu donc, une copine à moi qui a fait une crise généralisée, machin, donc c'est cet exemple. On a appelé les pompiers, il a fait un blotti sur elle, on a appelé les pompiers sont venus. Il y avait son chien qui est un staff pour le coup. Donc, il y avait Taigo, un chien staff réactif. Mmh. Donc, moi, j'ai laissé Taigo en blotti sur cette copine, j'ai isolé le chien. Et Taigo, quand on lui dit recule ou... En fait, n'importe qui peut donner une commande, a priori. Et quand on lui dit recule ou reste, et on le met à une place, il va rester à sa place et du coup laisser les pompiers. Enfin, en tout cas, moi, quand moi j'ai fait des crises, et là, une fois avec une copine, on a demandé à Taigo de lâcher, de se reculer pour laisser accès aux pompiers. Et D'accord. normalement, les chiens handichiens, je pense, tous ont la. Si on lui dit de reculer, c'est quand même tout sauf des chiens réactifs ou quoi que ce soit. En général, ils libèrent l'accès pour les pompiers. En tout cas, moi, quand j'avais Taigo et les pompiers qui sont venus, j'ai jamais eu de souci de. Mais souvent, il y a quelqu'un aussi pas loin qui est là. Si moi, c'est arrivé, il y avait mon conjoint, là, j'étais avec une copine. Du coup, il y avait quand même quelqu'un de présent qui a pu dire au Voilà, pompier, c'est ça. c'est un chien d'assistance, et dire au chien, va là-bas, va faire ta vie ailleurs. En fait. Voilà, c'est ça qui est important. Réel où il n'y a personne d'autre, bah, je ne sais pas. Ben voilà, parce qu'en fait, là, ce qui est important de relever, c'est qu'effectivement, c'est toi qui dis au chien de comment réagir et le chien te connaît, il a l'habitude de t'écouter. Donc, à ce moment-là, il écoute. Tu connais le vocabulaire, puisqu'un chien, il a un vocabulaire, il faut savoir quel mot employer pour lui donner des ordres. La difficulté, c'est si le maître ne peut pas donner les ordres au chien ou une personne qui connaît le chien et en qui le chien a confiance ne peut pas lui donner des ordres pour il réagisse en fonction, c'est là que ça va devenir compliqué. Parce que on n'aura pas les codes pour pouvoir s'adresser au chien correctement et on va avoir des gestes avec un uniforme, du matériel, qui peut-être. Et c'est là où je pense que justement les chiens handichiens, ils sont habitués au fauteuil roulant, ils sont habitués aux uniformes, ils sont habitués aux valises des pompiers. Je vois bien, Taigo, comment, quand il y a les pompiers qui viennent aux immeubles, là, dans l'appartement, c'est un non-événement, les fauteuils roulants, tout ça. Un chien de compagnie, même s'il est peut-être dressé pour détecter une crise, à côté de ça, on ne sait pas comment il va réagir et s'il ne va pas faire de la protection de ressources avec son propriétaire quand les pompiers interviennent. Donc, c'est là où un chien de compagnie et un chien handichien, c'est quand même pas le même. J'ai eu les deux et bah, je peux comprendre que les pompiers, s'ils ne savent pas, C'est ça. ils peuvent être méfiants. Sachant que même Taigo, qui est un chien d'assistance, et c'est sûr, bon, bah, quand les pompiers viennent à domicile, on voit quand même dans leur attitude tout de suite on ne sait pas. C'est entendable. Enfin, Ouais, ça reste un labrador, ça reste un chien qui est quand même assez imposant. Et voilà. puis, on est tellement confronté à des situations particulières que
Normal, on va se méfier parce qu'on ne sait pas sur quoi on Oui, arrive et comment ça va se passer. oui, oui, bah, Je vous je remercie. comprends bien. Je vous remercie beaucoup. Voilà, Éléonore, tu nous apprends plein de choses. C'est ça aussi qui est intéressant, l'expérience patience qu'on vit au quotidien. Aujourd'hui, c'était sur le chien, ça peut être sur d'autres thèmes, et c'est toujours ce qu'on essaie de mettre en avant. Donc, je vous remercie vraiment tous infiniment. Je vous remercie pour les questions qui étaient très, très pertinentes. Et puis aussi le docteur Nampuri, Éléonore, Benoît, Alexandre, pour ton intervention. Je pense que c'était une soirée très très riche et ces regards croisés que l'on chérit au sein des Pieds Bretagne. Donc merci à tous. Vous retrouverez le webinaire sur le replay et on vous mettra aussi des liens sur les sujets dont nous avons parlé d'ici la semaine prochaine. On vous souhaite Merci. une bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Ah, À vous aussi, au revoir. Merci beaucoup.